Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un romancier, essayiste, chercheur, enseignant en rhétorique, également producteur de télévision. Il a beaucoup de cordes à son arc. Parmi la vingtaine d'ouvrages qu'il a écrits, vous connaissez sans doute L'écrivain sacrifié, c'était en 2019, Grand Prix de la critique. L'homme qui fuyait le Nobel jusqu'à Compostelle, c'était en 2015. Aujourd'hui, il triomphe au théâtre par une adaptation, Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour. Et il a également une autre production qu'il va nous détailler. C'est un carnet de bord chrétien, intimiste. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est un habitué de KTO. Patrick Tudoret est mon invité. Bonjour Monsieur Tudoret. Bonjour Marie, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Comme je le disais, vous êtes un peu un habitué de KTO puisque vous étiez venu il n'y a pas si longtemps, enfin quelques années. Cette très belle émission qui s'appelle L'Esprit des Lettres. Exactement. Deux fois. Oui. Ouais, deux fois. Et la dernière fois, c'était il y a 5-6 ans, oui, pour votre petit traité de la bénévolence. Dont on pourra reparler. Dont on pourra reparler, et non pas la bienveillance, parce qu'il y a une distinction grande entre différence. Bénévolence et bienveillance. On va en reparler sans doute. Je le disais, une actualité dense, une pièce de théâtre. Enfin, c'est l'adaptation d'un roman. Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour. Comme son nom l'indique, Juliette, c'est Juliette Drouet, comédienne, maîtresse de Victor Hugo. Magnifique Juliette Drouet. Qui cartonne aussi sur les planches en ce moment, puisque déjà 2 festivals d'Avignon, je crois plus d'une centaine de représentations. Oui, on a dépassé les 100. Vous êtes en tournée, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Ça se passe bien, je crois. Écoutez, ça se passe bien. Juliette Drouet, il faut que je l'avoue d'emblée, ma femme le sait, je suis amoureux d'elle depuis longtemps. C'est pas la seule, parce que dans... Il y a Hildegarde de Bingen, voilà, ce sont mes 2 préférés. Exactement, on va en reparler aussi. Sainte-Hildegarde. Et Juliette Drouet, qui n'a pas accédé à la canonisation, mais sait-on jamais, qui était une femme absolument remarquable, d'une générosité incroyable, d'une grande intelligence, et petit à petit dans sa vie, à la fin de sa vie, elle était d'une culture assez phénoménale, et c'est elle qui tenait le ménage Hugo, et qui recevait tous les grands à sa table. Et donc à sa table, il pouvait y avoir Flaubert, Tourguenieff, Goncourt, Jules Ferry, enfin... Bon, c'était pas mal, l'empereur du Brésil. Et à chaque fois, elle héritait d'éloges. Et quand elle est morte, les éloges n'ont pas tari parce que c'était une grande dame, tout simplement. Voilà. 50 ans d'amour avec Victor Hugo, plus de 23 000 lettres qu'elle lui a écrites. Et c'est un personnage que je voulais mettre en lumière, tout simplement avec cette pièce. Et en fait, j'y ai été incarné par Marie Lucignol. Alors voilà, j'y ai été poussé par Marie, magnifique comédienne. Alors aujourd'hui, qui lui ressemble un peu d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle est assez magnétique sur scène. Elle est très belle et il fallait qu'elle le fût puisque Juliette Drouet était réputée pour sa beauté. Il faut voir les lettres d'Hugo, bien sûr, mais il faut voir certaines pages de Théophile Gautier, qui était éperdu d'admiration devant elle. Il faut que je nomme aussi Marguerite Klöckner, qui est remarquable comédienne aussi, et qui, de temps à autre, endosse la robe de Juliette, parce que, bien, comme la pièce maintenant tourne en province après 2 festivals d'Avignon, il y a vraiment là une obligation que nous avions, non pas de prendre une doublure, c'est un mot que je déteste, mais une siamoise. Une siamoise. Voilà, on dirait 2 sœurs siamoises dans leur robe de taffetas de soie, avec les manches à la pagode doublées de satin blanc. 2 belles comédiennes pour un beau texte à voir donc en ce moment. Je suis un auteur comblé. Alors là, elle a été jouée à Besançon, ville natale de Victor Hugo, elle a été jouée à Compiègne, elle va être jouée bientôt à La Roche-sur-Yon, dans le magnifique théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon, et ensuite, près de Royan, tout près de Grignan, etc., etc. Voilà, à voir. Et puis à lire, c'est ce qu'il y a à côté de vous, L'éternité montre en main. Alors j'ai présenté ça comme un carnet de bord, journal intime. Alors, c'est très érudit, il y a beaucoup de choses. On picore aussi, puisque parfois il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique. Alors, c'est aux éditions des Belles Lettres, il y a beaucoup de beaux mots étincelants, recherchés. Il faut dire que vous êtes enseignant en rhétorique. C'est vrai, je ne l'oublie jamais.
Et il y en a C'est beaucoup, une des passion. aphorismes, des traits d'esprit qui sont... Il y a vraiment et des belles citations. Il y a beaucoup, Aussi. les auteurs sont extrêmement cités. Oui, ça se lit en marchant, picorant. Comment est-ce que vous avez agencé tout ça? Ça fait quand même 25 ans que vous écrivez. Comment est-ce que vous avez produit cette œuvre, qui est un peu atypique quand même? Alors c'est un journal intime, mais je dis toujours, à partir du moment où un journal est publié, il est plus tout à fait intime, me semble-t-il. Mais c'est un journal, mais qui déroge aux règles un petit peu fondamentales du journal, c'est-à-dire qui n'est pas daté, par Il n'y a exemple. pas de date. Ce qui fait que, moi j'appellerais ça en plaisantant un carnal, hein. C'est un mélange de carnet et de journal, et je dis bien un carnal, non pas un carnage, mais un carnal. Et c'est en fait, voilà, non pas des états d'âme, non pas une sorte d'inventaire à la Prévert fastidieux, espèce je dirais, de compte-rendu de l'inanité de nos journées, qui n'a strictement aucun sens. Écrire un journal en se regardant le nombril tous les matins dans la glace, ça n'a évidemment que très peu à voir avec ce que j'ai souhaité faire. Mais des notations plus ou moins brèves, des textes plus longs, un regard sur le monde. J'appelle ça un acte vertueux, celui qui consiste à observer ses contemporains. En est-on digne ? Pas sûr, je me pose toujours la question. Je ne juge pas, ou en tout cas quand je le fais, j'étais en professeur de rhétorique, j'essaie d'étayer quand même mon argumentation. Voilà, donc ce ne sont pas des traits à l'emporte-pièce, du moins j'espère, ce sont des traits un peu étayés sur le monde, sur la manière qu'il a d'aller mal ou bien, tout dépend, mais c'est vrai que cette société d'excroissance et d'atomisation médiatique fait qu'on entend surtout parler de ce qui se passe de mal. Mais ça n'exclut pas effectivement les joies intenses dès que je peux les choper, j'allais dire, ces joies que nous font les autres dans la fidélité, la loyauté, l'amitié. Ils nous aident à grandir, ils nous élèvent, ils nous rendent meilleurs, tout simplement. Cette amitié, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre de l'amitié qui dit bien le culte À côté de vous, absolu que je voue à l'amitié. les amis, les amis vivants ou morts, écrivains. Absolument, ouais. Il y en a un que je n'ai pas cité, mais je vais le citer maintenant, Pascal, Oui. qui vous a accompagné, Qui est sans une doute, dans forme, votre une sorte conversion, d'ami, ouais. dans votre retour vers la foi, Oui, c'est vrai. avec les évangiles et Saint-Augustin, je crois, enfin, C'est parmi vrai, il y a ce triptyque essentiel. vos tout de maîtres même. chrétiens. Absolument, c'est vrai. J'avais reçu tous les sacrements, baptême, communion, confirmation, etc. Et j'ai, à un moment, parce que j'avais 20 ans, et qu'on ne dise pas que 20 ans est le plus bel âge de la vie, mais c'est un âge, allez, osons-le, c'est un âge relativement stupide, où on est dans une espèce de conviction qu'on a déjà tout compris du monde. Je n'ai pas échappé à cette certitude imbécile, donc je me suis éloigné de la religion, mais pour mieux y revenir, et finalement, avec le chemin parcouru, je me dis que je trouve que c'est le plus beau chemin possible. Il y a des gens qui ont la foi dès le départ, et qui, une fois chevillée au corps, et qui ne les quittera jamais. Moi, elle m'a quitté. Est-ce que je l'avais étant enfant? C'est compliqué, hein. Étant enfant, on peut avoir la foi du charbonnier, mais c'est compliqué. On ne comprend pas tout, évidemment. Donc, il y avait cette foi qui s'en est allée. Je suis allé bagnauder, je suis allé fréquenter des océans et des terres un peu inconnues, et c'était très bien. Et puis, peu à peu, comme si tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, hein, de Saint-Augustin. Petit à petit, quelque chose, une sorte de nécessité intérieure a commencé à me tarauder, ce qui a fait que j'ai dû me poser la question. C'est pour ça que je suis resté athée à peu près une semaine, le temps de me rendre compte à quel point c'était aussi un fondamentalisme. Et après, je suis devenu agnostique, et qui est une position tout à fait respectable, hein, parce qu'on ne sait pas qui suis-je, moi, pour juger. Moi, ce néant à l'égard de l'infini, comme disait Pascal, qui suis, moi, petite chose pour juger de l'éternel. Et puis, agnostique tenté par la foi, donc ça a été une étape tout à fait passionnante. Agnostique retenté par la foi. Et puis, j'ai fait, alors ça va peut-être étonner certains, j'ai fait le choix de revenir à la foi. Comme Pascal. Et ça, comme Pascal. Enfin, le pari, le fameux pari. C'est le doute croyant. C'est Saint-Augustin aussi. Hein, je crois pour comprendre. C'est-à-dire, je ne cherche pas credo ut intelligam. Je ne crois pas d'abord. Je ne veux pas comprendre les choses ou tenter de les comprendre pour croire, mais l'inverse.
Et ça rappelle d'ailleurs Pascal qui disait faites les gestes de la prière et vous verrez, la foi viendra. Donc et là, il y a quelque chose de très sensualiste aussi et de très profond intérieur. Une foi renforcée qui est Oui, je trouve, revenue. oui. Je le disais, c'est vraiment un ouvrage quand même très érudit, beaucoup de références, beaucoup de mots, dont certains que je ne connaissais pas. Antictone. Oui. Vous savez à quoi je fais référence? Antictone, vous savez Antictone. peut-être ce que ça veut dire. C'est une terre australe, continent hypothétique, les antipodes, imaginé par les Grecs qui auraient équilibré les Absolument, antipodes. c'est ça. Et lorsque vous utilisez ce mot-là, c'est en référence à qui? Là, en l'occurrence, à ma mère. Absolument. Oui. Et elle apparaît pas tant que ça dans votre ouvrage. Non, parce que je veux... Et là, c'est pour ça que je le c'est note. tout de même parce que un journal. C'est en 2 lignes, hein, on peut le Oui, dire. oui, Il n'y a que 2 lignes. Ma mère est mon antictone favori. Oui, c'est cela. Un antictone que je ne cesserai jamais d'aimer sans jamais le comprendre, ou plutôt en le comprenant trop bien. Voilà pour votre mère. Voilà, donc on n'en dira pas plus parce que je veux rester relativement pudique. C'est vrai que je procède, dès qu'il s'agit de mes très proches, donc des gens que j'aime profondément, eh bien il y a évidemment, je procède par petite touche impressionniste, pour ne pas dire pointilliste. Je ne veux surtout pas être dans l'étalage. D'abord, ce n'est pas du tout mon tempérament, et puis je fustige assez le narcissisme délirant de notre époque pour y sombrer médiocrement. Donc voilà, je fais tout au contraire pour tenter de ne pas exhiber. Il y a beaucoup de mots qui sont plus faciles à comprendre, comme intelligence, qui revient beaucoup. Pas si facile à comprendre. Pas si facile à comprendre. C'est vrai que quand on vous lit, on a envie de noter, et c'est pour ça que je vous partage quelques citations. Les vôtres et celles d'autres, comme celle de Proust, le comble de l'intelligence, c'est la bonté. C'est la bonté. Ouais. Il y a aussi le mot liberté, je crois, qui est fondamental. Qui est, dans ma vie, ça a été... Je suis toujours étonné de la médiocrité des ambitions qu'on me représentait. L'argent, le pouvoir. Je crois assez peu au pouvoir. Je crois que c'est dans un roman de Vigny Saint-Marc où un personnage dit le pouvoir, la plus triste des ambitions. Et en fait, j'ai jamais tellement cru au pouvoir, puisque si vous regardez bien, qui détient le pouvoir entre Alexandre le Grand ou Diogène de Sinope, qui lui dit « ôte-toi de mon soleil ». Il fallait le faire quand même, oser ça face à Alexandre le Grand, qui dominait le monde, métaphoriquement. Et donc, et pareil... le soleil. Qui détient le pouvoir entre Saint-François de Paul et Louis XI, qui l'appelle à son chevet, qui le supplie de venir, et Saint-François de Paul vient lentement, sans se presser. Qui détient le vrai pouvoir? Des mots sur la liberté, il y en a beaucoup, hein, vraiment des belles phrases. Le long apprentissage de la liberté, car elle s'apprend, la liberté, comme en musique, l'art du contrepoint, écrivez-vous. Je crois, ça, c'est vous, c'est pas Proust. Oui. Alors, je crois profondément à cela, oui, évidemment, parce que la liberté, ça c'est perçu notamment par les plus jeunes comme un donné, comme quelque chose qui est une évidence, tout simplement. Alors que la liberté, ça a été une conquête qui a demandé des millénaires, des siècles, et ensuite des siècles pour affiner tout ça. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Les démocraties. Et je n'oublie pas que je suis politologue, et donc il y a des réflexions effectivement dans ce livre qui sont des réflexions un peu inquiètes. Pas toujours, mais parce que j'ai toujours cette espérance, on en parlera, mais en tout cas, il y a des réflexions un peu inquiètes sur le destin des démocraties, parce que je vois que finalement, on ne se rend pas compte à quel point la conquête a été âpre. Il a fallu du temps, il a fallu concéder une part de sa liberté. C'est ça le principe, le contrat social de Rousseau. Concéder une part de sa liberté pour respecter celle des autres, faire en sorte qu'elle soit justement à la même hauteur que la sienne. Et aujourd'hui, on voit une espèce de méconnaissance totale de ce contrat social et des coups de canif quand même sérieux mis dans le contrat social et la liberté d'autrui, parce que la liberté, elle n'est pas la liberté de tout faire, évidemment, on le sait. Bon, elle n'est pas se jouir sans entrave, qui est une sorte d'aberration totale. Je crois que j'ai jamais lu une sentence aussi idiote. Slogan de mai 68. Quel est votre mot préféré? Vous, l'enseignant en rhétorique et docteur de sciences politiques, qui en connaissait tant des mots. Si je donnais... Il y en a un qui est... Et après, on va passer aux 4 que je vais vous proposer. Voilà.
Ça va être peut-être en écho justement à cela. Peut-être pas. Je dirais amour, ça paraît galvaudé. Justement, c'est ça qui est terrible. C'est que On ça verra paraît, s'il est dans la deuxième partie. Mais en tout cas, c'est pas galvaudé du tout. Et il est tellement polysémique, ce mot. Tellement polysémique. Tellement riche, tellement puissant. Allez, on passe à la deuxième partie, on va voir. Voilà. On va voir. C'est un peu comme un jeu télévisé. Est-ce que le mot sera bien en deuxième partie? Oui, c'est ça. Patrick Tuduret, je m'éclipse, je vous propose mes 4 mots et on continue la discussion. Parfait. À tout de suite. Merci. Patrick Tuduret, alors, voici comme promis mes mots. Et voici le premier qui résonne. Il est à côté de vous. Le mot marche. Oui, effectivement. Un mot que vous connaissiez bien. En marchant, petite rhétorique itinérante qui est juste à côté de vous. Puis il y a aussi, bien sûr, l'homme qui fuyait le Nobel jusqu'à Compostelle, qui Beaucoup fait de référence à la marche. Beaucoup de marches, en effet. Parlez-nous de vos marches. Alors la marche, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. C'est l'évidence même, hein, si on voit ce que j'ai écrit. C'est quelque chose qui... c'est pour moi un fastueux déploiement de lenteur et de silence, d'abord. La lenteur et le silence étant deux luxes absolus dans ce monde complètement soumis au vacarme. Et donc il y a déjà cette dimension. Voilà. Du luxe, d'un luxe très, très simple à toucher du doigt, puisque la marche ne demande aucun investissement. La marche peut se faire de la manière la plus simple qui soit. Et moi, j'aurais tendance à dire que la marche est un niveleur d'inégalités. C'est-à-dire, ça peut se faire... Évidemment, il y a les trekkers qui peuvent partir au bout du monde avec un matériel extrêmement coûteux. Ça n'est pas ma conception de la marche. Pour moi, la marche, c'est avant tout une mise en mouvement de l'âme et de l'esprit avant même celle du corps. Donc, il y a vraiment une dimension dans la marche qui est pour moi importante, qui est celle de l'humilité, l'humilité même, qui renvoie d'ailleurs à humilitas, renvoie à l'humus, hein, la terre que l'on foule. Et donc, cette manière d'être en contact avec la terre, avec l'essentiel, c'est-à-dire en gros fuir l'accessoire le plus possible pour renouer avec l'essentiel, c'est quelque chose qui passe par la marche pour moi et depuis à peu près toujours, depuis un âge vraiment un âge très très quand j'étais petit garçon, minot même à Marseille, puisque j'ai passé les premières années de ma vie à Marseille, j'étais ce qu'on appelle un minot. Eh bien, je marchais dans les rues de Marseille, je faisais parfois des marches qui me faisaient mal aux jambes, mais dès l'âge de 5 ans, avec mon grand-père, qui avait ma main dans la sienne, et sa main était chaude comme une ondée d'été. Il y avait quelque chose de très rassurant, et sans doute cette main rassurante dans laquelle était la mienne a-t-elle aidé à ma propre marche dans la vie, au sens large, et à toutes les marches que j'ai pu faire ensuite. Dont l'une des marches vers Compostelle. Oui. Et que vous narrez dans ce livre, L'homme qui fuyait le Nobel. Absolument. Donc, cet anti-héros, j'allais dire ce héros, mais ce anti-héros, Tristan Talberg, se voit remettre le Nobel, en quoi il voit, depuis la mort de sa femme, pure vanité, il n'a peut-être pas tout à fait tort, et donc il part, il fuit ce vacarme médiatique, il fuit la police aussi, et il se retrouve, un peu malgré lui d'ailleurs, au départ, du côté de Conques, sur la Via Podiensis, donc la fameuse voie du Puy-en-Velay, que je connais, que j'ai pratiquée. Et donc, il se retrouve sur cette voie, et là, il se rend compte que la plus belle chose qu'il a à faire, tout en échappant au radar de la police et des médias, puisque c'est quand même le prix Nobel qui a disparu, la plus belle chose qu'il puisse faire, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à Santiago de Compostela. Alors là, on s'éloigne un petit peu. D'abord, c'était des marches de proximité, puis un peu plus éloignées, mais vous êtes aussi tout simplement un grand voyageur. Vous avez traversé tous les continents, quasiment, je crois, peut-être, sauf l'Océanie. Oui, c'est vrai. Il manque l'Océanie. C'est vrai. Le fameux continent interdit.
celui qu'on citait tout à l'heure. L'Antictone. L'Antictone, voilà. Les Merci de me le antipodes. rappeler. En évoquant justement votre ouvrage « L'éternité montre en main », vous écrivez « La religion du voyage est aussi dénuée de sens que celle de la sédentarité. Chaud partisan du voyage, je m'en méfie aussi, tant il n'est trop souvent qu'une simple fuite de soi. » Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce qui est tout à fait... enfin, il est très important d'avoir à l'esprit tout de même que ce que l'on déplace dans le voyage, c'est soi-même. Bon. Et il est vrai que lorsqu'on a le sentiment qu'un voyage, par exemple, est décevant, qu'il est dans le registre déceptif, que finalement il n'a pas apporté tout ce qu'on espérait qu'il apporta, eh bien c'est peut-être tout simplement nous-mêmes qui sommes décevants. Parce que ça n'est jamais que nous-mêmes. Dans le voyage, c'est quand même le voyageur qui importe. Et ça n'est que nous-mêmes finalement que nous déplaçons. Et est-ce que le voyage dans un certain registre qu'il faut à tout prix éviter justement n'est pas une fuite de soi, la question se pose. Mais il est quand même indispensable. Et je suis un apôtre du voyage et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir voyager effectivement à travers le monde et d'en rapporter des expériences de marche ou pas d'ailleurs, mais d'en rapporter des trésors d'apprentissage du monde, de ce qu'il peut nous apporter dans l'ouverture maximale de l'esprit. Un apôtre du voyage, je vous cite. Ça tombe bien puisque ça fait une belle transition vers mon deuxième mot, écriture. Avec un S. Avec un S, oui. Ou pas. Au contraire. Je vous laisse. J'en accepte le principe du S, au contraire, parce que j'ai toujours pensé que, effectivement, l'écriture et le métier d'écrivain, au sens de métier, c'est-à-dire cette version assez humble. Pour moi, évidemment, écrivain, ça n'est pas une profession, ça ne peut pas l'être, mais c'est un métier au sens artisanal du mot, c'est-à-dire de l'humilité absolue, de ce travail aratoire, lent, opiniâtre, exigeant sur les mots, sur les phrases, et qui renvoie à l'art tout simplement d'un ébéniste, par exemple. Et donc, l'écriture est une forme d'ébénisterie. Et si j'en accepte le pluriel, c'est parce que, justement, j'ai toujours pensé que le métier d'écrivain, encore une fois, donc, postulait une tessiture la plus large possible. Et c'est pour ça que je suis un petit peu claustrophobe, je l'avoue, donc je déteste les ornières. Et j'ai toujours fait dans ma vie en sorte d'ouvrir le champ, d'aller vers le grand large, vers le plus grand large possible, d'avoir des rêves hauturiers, pourrait-on dire, et donc d'essayer d'aller vers le théâtre, l'essai, le roman, bien sûr, j'ai commencé par là, mais l'essai, le récit, la biographie, la poésie, tous ces genres qui, confondus, renvoient à l'écriture, qui est la plus belle chose qui soit pour moi. Et pour écrire, il faut lire, ce que vous faites beaucoup. Comment nourrissez-vous vos écritures? Par quelle lecture? Et puis également, ce chemin de la foi retrouvé, comment avez-vous nourri également cette conversion? Entre autres par les Écritures, justement, dans ce qu'on appelle les Écritures, c'est les Évangiles, par exemple. On l'a dit, Pascal, Saint-Augustin, les Évangiles. Donc, tout ça m'a accompagné, mais j'ai aussi évidemment une boulimie de lecture tous azimuts. J'ai enseigné la philo, donc la rhétorique. Je suis aussi bien un lecteur avide d'essais philosophiques, d'anthropologie, par exemple, mais aussi de romans. Je ne veux surtout pas ne plus lire de romans parce que le roman, c'est... comme disait Cocteau, je crois, c'est un mensonge qui dit la vérité. Donc, et la vérité aujourd'hui est tellement battue en brèche, elle est tellement menacée que tout ce qui permet de dire la vérité, on connaît la chanson « Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté ». Aujourd'hui, le porteur de vérité prend des risques d'une certaine manière, tant la vérité est battue en brèche, comme je le disais, quand elle est contestée, bien souvent, pour un certain nombre de personnes aujourd'hui, y compris dans notre pays, la terre est plate. Voilà, donc
on en est là. Et il y a quelque chose là d'assez inquiétant, malgré tout. Mais l'écriture, si on se fie, par exemple, à une très vieille tradition, qui est celle de la tradition des lettrés chinois, eh bien, l'écriture était pour eux le refuge de l'essentiel, le refuge de la profondeur, de la durée aussi, très important. Alors que le verbe, hein, la parole qui vole, eh bien, pour eux, était souvent le véhicule du mensonge, de l'à peu près, de quelque chose qui s'effritait assez facilement. Et donc, je me reconnais assez dans cette perception de l'écrit, qui date maintenant seulement, j'allais dire, de 5000 ans. Hein. Même si au commencement était le verbe. Au commencement était le verbe, bien sûr. et tout commence par là, bien entendu, le verbe. Et le verbe, c'est l'essentiel même. Et c'est pour ça que je n'imagine même pas une vie sans le verbe incarné, bien sûr, mais sans le verbe tout court, c'est-à-dire cette capacité qu'a eu l'humain et qu'il a toujours à exprimer donc, par l'écrit, qui reste par définition, scripta manent, donc d'exprimer ce qu'il y a de plus profond en lui et de plus fort, et qui, je l'espère, saura perdurer malgré tout. Aujourd'hui, Internet, c'est, quoi qu'on veuille, c'est beaucoup d'écrits. Internet qui est à la fois une véritable poubelle et une véritable mine d'or. Hein. Il y a des choses très très bien sur Internet. Il suffit de chercher. Eh bien, c'est quand même en grande majorité de l'écrit. Il y a beaucoup d'images, certes, mais l'écrit, il perdure et c'est peut-être un motif de confiance. On parlait tout à l'heure d'intelligence. Quid de l'intelligence artificielle qui écrit beaucoup? Oui, alors il y a mal donne, en fait. Il y a mal donne, puisque en français, le mot intelligence n'a pas le sens qu'il a en anglais. Intelligence, au sens de CIA, par exemple, Central Intelligence Agency. L'intelligence, là, c'est le système d'information, hein, c'est l'information. Ça n'est pas l'intelligence telle que nous pouvons l'imaginer en français. Donc, il y a déjà mal donne. Il y a une incompréhension même du terme. Et donc, il faut bien se dire qu'il s'agit de data, pour parler comme à l'Académie française. Donc, c'est de l'information. Ce sont des recueils d'informations, tout simplement. Et je ne sais plus qui a dit récemment, je crois que c'est Étienne Klein qui disait que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que du mimétisme. Eh bien, je crois qu'il a dit l'essentiel. C'est en effet du mimétisme à partir de milliards de données qu'elle peut éventuellement maîtriser. Ça vous inquiète? Oui et non. Parce que je sais, pour avoir vécu une petite chose un peu compliquée l'an passé, sur le plan médical, je sais à quel point l'intelligence artificielle pourra aider et aide déjà de nombreux progrès pour des maladies, quelles qu'elles soient, et peut permettre vraiment des progrès exponentiels, des choses extraordinaires. Et ça peut commencer par la compulsion des données, hein, tout simplement, qui pourra se faire de manière beaucoup plus rapide. Et c'est inimaginable hein, de voir la vitesse que ça peut prendre et en quoi ça peut aider. Après, évidemment, il y a toujours cette folie de l'hubris, hein, l'hubris, la démesure humaine, cette folie prométhéenne qui revient à échéances régulières où l'homme se prend pour Dieu en quelque sorte et veut à tout prix détourner les plus belles inventions et en faire ensuite un instrument du mal. Et ça, il y a toujours cette possibilité. Il suffit de voir à quel point les deux prix Nobel de physique les plus récents, qui sont les pères de l'intelligence artificielle, justement, ont mis en garde l'un comme l'autre hein, sur les dérives possibles. Donc, il faut être vigilant, voilà, mais ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Notamment Monsieur Hinton. Ouais. Ancienne Google, on parlait de l'IA qui peut donc sauver, et les mots aussi peuvent-ils sauver? Manifestement, quand on vous lit, allez, je vous cite parce que c'est truculent de vous citer, écrire, lente mithridatisation contre la mort, lente instillation de désespoir, lente vaccination par les mots. Je vous cite encore dans Éternité, montre en main. Absolument. Donc,
Oui, c'est, enfin, les mots, Les mots peuvent tuer et les mots peuvent sauver. Alors les mots peuvent tuer parce que il y a certains mots qui sont plus efficaces que des armes, hein. Et lorsqu'ils sont brandis à une tribune, lorsqu'ils sont dans l'anathème et qu'ils sont propulsés par la haine, trop souvent, on le voit à l'heure, hein, aujourd'hui, les mots peuvent tuer. Mais ils peuvent sauver aussi, et ils sauvent au quotidien. Les mots m'ont sauvé d'une certaine manière. Ils m'ont ramené à l'essentiel. Ils m'ont permis d'aller vraiment vers le cœur de moi-même. Je crois que c'est Valérie qui disait « on est multiple », du verbe naître, on est multiple et on finit un. Et je crois qu'il y a dans cette espèce de chemin vers une unité fondamentale l'organique puissance des mots, enfin, qui est là toujours pour moi dès que je m'éveille le matin. Enfin. Les mots et un autre mot, celui que vous aviez proposé tout à l'heure, il est là, cher Patrick Tudoret, je l'avais effectivement choisi, le mot amour, peut-être le plus grand des mots. Alors le plus vaste des mots, voilà, on dira ça comme ça, le plus vaste des mots. Oui, vaste sujet, vaste sujet, l'amour, les amours, enfin, parce qu'il y a différentes formes d'amour, et je me rends compte que tous mes derniers livres publiés, et ça remonte déjà un certain temps, abordent essentiellement ce sujet. Si je regarde bien mon dernier, donc L'éternité montre en main, il y a, dans L'éternité montre en main, il y a une espèce de compendium finalement de toutes les acceptions du mot, je trouve. Dans le précédent petit livre de l'amitié, bon, ben là, il est clair que ça évoquait l'amitié, si importante pour moi. Et c'était un livre vraiment qui était un remerciement absolu à l'endroit de tous ceux qui ont compté pour moi, qui ont jalonné ma route. Et l'amitié étant une des formes de l'amour, comme on le sait, hein, c'est la philia des Grecs et ensuite des Latins. Et cette philia, c'est une des formes les plus exigeantes de l'amour. Et avant cela, il y avait eu le petit, en marchant, petite rhétorique itinérante où je disais à quel point le chemin était essentiellement amour, hein. Ce qui nous porte, ce qui nous meut, c'est vraiment l'amour. Et je pense toujours à Bernanos, qui a été au cœur d'ailleurs de la rédaction de mon livre, de mon roman L'homme qui fut le Nobel, qui était l'enfer, c'est de ne plus aimer. Voilà. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Ça n'est pas de ne plus être aimé, c'est de ne plus aimer. Et ça, je le crois profondément. Et ça a donné un livre qui s'appelle L'homme qui fit le Nobel, vers Compostelle. Et puis, je pourrais faire référence effectivement à un livre qu'on a évoqué rapidement, mais Petit traité de bénévolence. Et la bénévolence, là aussi, est une des formes de l'amour. Amor benevolentiae, c'était, comme le disaient les latins, les anciens, eh bien, cet amour de bénévolence qui est cet élan que l'on a vers l'autre pour lui permettre d'accomplir ce qu'il a à accomplir, de se réaliser et par là même de nous grandir nous-mêmes. D'ailleurs, le sous-titre est « Aimer pour agir ». Au-delà de la bienveillance, aimer pour agir, l'amour en action. Donc, comment l'appliquez-vous, cet amour en action vers autrui ? Parfois mal, parfois maladroitement, comme tout le monde. Voilà, je ne suis surtout pas un professeur de bénévolence, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, je le fais le mieux possible, en toute humilité. J'essaie de le pratiquer à bout portant ou à bout touchant, en étant dans une forme d'empathie forte vis-à-vis d'autrui, en essayant d'endosser ce qu'il est, ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir. Il est vrai que ce serait l'œuvre d'une vie, hein. Et quand je vois la litanie des saints, pardon, quand je me la répète, d'ailleurs on n'arrive jamais au bout tellement il y en a, mais des gens qui ont été toute leur vie dans cette bénévolence absolue, je me dis que je ne suis pas grand-chose, hein, sur ce chemin-là, mais malgré tout j'essaie. Il y a des figures comme ça absolument merveilleuses quand on pense à tous ces saints Sainte Thérèse d'Avila, bien sûr, mais Saint Benoît Joseph Labre, par exemple, qui est un de mes saints préférés parce que c'est aussi le vagabond de Dieu. C'était un saint marcheur qui a vécu donc au XVIIIe siècle et qui est mort à 35 ans après avoir, on estime,
marché à peu près 30 000 kilomètres. Imaginez ça, 30 000 kilomètres. Je suis vraiment un amateur à côté. 30 000 kilomètres à travers l'Europe, ayant fait le pèlerinage de Compostelle, de Rome, etc. Et qui a fini à 35 ans, vraiment dans un état assez lamentable sur les marches d'une église de Rome, Santa Maria Aimonti, je crois. J'en suis même sûr. Ça, c'est un des grands sujets, évidemment, l'amour universel. Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, sont des enseignements qui sont prodigieux. Et j'essaie de les mettre en œuvre chaque jour, évidemment. Mais là encore, peut-être avec maladresse. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir quand je fais métier justement d'observer le monde dans ce qu'il est, c'est-à-dire avec toutes ces convulsions, ces abjections, ces horreurs absolues qui déferlent chaque jour, j'essaie de me réfugier dans cette idée que, à côté de ça, il y a aussi le bien, ce fleuve de bien qui coule chaque jour et qui est absolument prodigieux aussi, venant de croyants, d'incroyants, et qui répondent à cette injonction morale qui consiste à faire le bien enfin, ce qu'on appelle pompeusement le bien. Mais c'est vrai que les deux étant à l'œuvre, le mal et le bien, voilà, j'ai toujours, sans être misanthrope au sens fort, j'ai toujours évidemment une petite réserve quand il s'agit d'embrasser d'un amour universel la totalité de l'espèce. Mais il y a la théorie et la pratique, en fait. Voilà, je fais des efforts. Vous faites des efforts. Pas facile, toujours. Allez, 4e et dernier mot, Patrick Dugidoré. Un mot qui, paraît-il, vous plaît, que vous affectionnez, m'a-t-on dit. Commémoration. Est-ce le cas ? Alors, commémoration... Il y a beaucoup de M. Oui, c'est vrai. Alors, je passe pas mon temps donc à raviver la flamme en tenant des drapeaux. C'est pas tout à fait mon métabolisme. Mais le mot est beau. Ça veut dire se remémorer ensemble. Voilà. Se remémorer ensemble. Et s'il y a bien une définition de la vie en société, de la démocratie dont on parlait tout à l'heure, mais de la vie en société, de cette vie où on se doit de partager avec son prochain justement un certain nombre de valeurs, d'ambitions communes, la commune humanité, comme aurait dit Orwell, common decency, eh bien, ça nous oblige à commémorer un certain nombre de choses pour ne pas oublier. Parce que l'oubli est une des pires choses qui soient. C'est une des choses pourtant bien à l'œuvre aujourd'hui, on le voit, avec le révisionnisme, le négationnisme, un petit peu dans tous les sens. Moi, ça me heurte. J'ai une formation de politologue, donc forcément historien. Et l'histoire nous a enseigné beaucoup de choses. Et qui ne connaît pas son histoire sera condamné à la revivre. Alors ça, c'est un mot qui a été, on ne prête qu'au riche, mais qui a été attribué à Goethe et à beaucoup d'autres, mais je crois que Goethe, en tout cas, a pu le dire. Voilà, tout ça nous renvoie à ce fait que, oui, commémorer ensemble, se souvenir, avoir un certain nombre de souvenirs en commun, ça permet de souder et de maintenir une société en bon état de marche, enfin, il me semble. Comme on parle de commémoration, de souvenirs, on pense à la mort. J'utilise le mot et non pas décès. Oui. Vous y pensez parfois. Et quelle est votre appréhension de cet au-delà ? Là aussi, allez, je vais vous citer. Au fond, je suis loin d'être obsédée par une quelconque survie de la matière et j'ai encore du mal à y croire vraiment. Mais je sais que oui, l'amour... toujours l'amour, et l'esprit survivent, et cela suffit à tisonner ma foi retrouvée. Oui, donc cette foi dans l'amour absolu, l'amour, d'un seul coup je pense à cette pièce de Giraudoux, qui est l'Électre de Giraudoux, et à un moment il y a ce qu'on appelle le lamento du jardinier. Et le jardinier, qui est un homme très humble, qui n'est pas ni un professeur, ni un sachant, eh bien, à un moment, nous dit, mais qu'est-ce que vous avez tous à courir après du vent, après le vent qui passe, tandis que la chose si essentielle est là devant vos yeux, et la chose si essentielle, c'est l'amour. L'amour qui est tout, qui porte tout.
Voilà, le Lamato du jardinier, de l'Électre de Giraudoux. Et donc, il y a dans cet élan, effectivement, quelque chose qui me permet tout simplement d'accéder à ce très bel état qui est l'espérance. Voilà, l'espérance, et qui permet de faire face à la mort. Et la mort, c'est quelque chose, le memento mori des anciens, ça je pratique. Souviens-toi que tu es mortel. Il y a tellement d'êtres sur cette terre qui font tout pour oublier qu'ils sont mortels ou qui l'ont vraiment oublié et qui, par conséquent, tombent dans l'hubris, dans le délire, la déraison et le futile, le divertissement pur. Et bien que vraiment, je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. Et l'espérance permet d'envisager non pas la mort comme un élément purement répulsif et terrifiant. Souvent des pages de Pascal ou La Rochefoucauld, hein, la mort ne peut comme le soleil ne se peut regarder en face. Et pourtant, dans un monde qui a volontiers remisé la mort aux périphéries, hein, souvenez-vous, les cimetières ont été très longtemps au cœur des villes et des villages, autour des églises. Eh bien, on a repoussé les cimetières dans les périphéries, comme si on voulait repousser l'idée de la mort et qu'on voulait se créer un destin d'immortel. Là aussi, cette prétention prométhéenne de l'humain. Bon. Alors que la mort, non, fait partie de la vie et c'est quelque chose de fondamental. C'est parce que, justement, la mort est à l'œuvre que nous sommes sommés de vivre et de vivre le plus possible, en abondance, comme aurait dit un certain Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, que vous citez, et Jean Cocteau aussi, Le tombeau des morts et le cœur des vivants. Oui. Cette mort que vous avez côtoyée aussi dans votre chair. Oui, alors c'est vrai que dans ce livre, il y a un certain nombre c'est un livre où je parle d'un certain nombre d'amis ou de proches qui sont morts et qui sont toujours là vivants parce que justement le tombeau des morts, oui, c'est le cœur des vivants. Et à partir du moment où ils sont présents à notre esprit, au plus profond de notre âme, eh bien, ils sont vivants. Moi, j'ai vraiment cette sensation forte quand je marche, par exemple, en solitaire, avec d'autres aussi, mais moins. Mais quand je marche en solitaire, la marche solitaire d'ailleurs n'est jamais une marche solitaire puisqu'on est toujours, c'est comme une épiphanie de la mémoire, on est toujours accompagné de plein de gens, ceux qui sont loin, mais aussi ceux qui sont partis, ceux qui sont morts et qui se rappellent à nous et qui ne sont jamais aussi présents que dans ces moments d'ambulation. Et là, il y a oui, je crois qu'épiphanie de la mémoire, c'est quelque chose qui dit les choses et qui renvoie donc à votre mot de commémoration. Cette mémoire si importante, à la fois sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif, pour faire en sorte que eh bien, ce qui a permis de créer, je ne dis pas faire société, ce sont des expressions qui m'agacent, mais de créer des mondes vivables, eh bien, puisse continuer à être. Voilà. Le souvenir, la mémoire s'accompagne de la marche, de ce que j'entends, de ce que vous dites. Ça a été le cas, je crois, au moment du décès de votre père. Oui. Avec cette marche en Sologne. Oui, c'était un Breton pur jus, pur sucre, qui avait décidé de mettre sa terre en Sologne. Et donc, il aimait cette terre, elle lui ressemblait. C'était une terre un peu insaisissable, mystérieuse. Celle du Grand Maulne, par exemple. Et donc, il aimait tellement cette terre que je m'y suis moi-même attaché. Et quand il est mort, eh bien, je crois que c'est 1 an après, je suis allé faire cette marche en Sologne, en pleine Sologne, sur ses pas. Et là, j'y ai joint une sorte de galéjade métaphysique qui était que j'ai marché au bord du néant. Et donc, peu peuvent prétendre, comme moi, avoir marché au bord du néant, surtout sans ne jamais y tomber. Et j'ai marché au bord du néant, qui est tout simplement, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, un modeste donc, affluent du Beuvron, et qui fait un peu plus de 40 km. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai, on peut le vérifier en pleine Sologne. Et j'ai marché donc, pendant 2 jours au bord du néant. Et là, il y avait cette présence de mon père qui était constante, qui était vraiment là. Lui, cette sorte de rabolio
d'honneur, Rabolio d'adoption. Vous savez, ce héros du roman de Genevois, qui l'adorait, il y avait cette présence qui ne m'a pas quitté et qui d'ailleurs ne me quitte pas, ne me quittera sans doute jamais. Je vous propose de conclure. Je vous remercie beaucoup pour ce partage. Patrick Tudoret. C'est moi qui vous remercie. Tudoret, comme on parle de mots, ça vient de... C'est breton, n'est-ce pas? Oui. Peuple et secours, non? Absolument, c'est celui qui vient au secours du peuple, c'est quand même pas mal. Eh oui. Tudoret, donc normalement on devrait dire Tudoret, ce qui fait que les anglo-saxons... Celui qui vient au secours du peuple. Absolument, donc c'est quand même une étymologie qui me sied, oui. C'est une belle étymologie. Forme de Messie. Alors, on n'ira peut-être pas jusque-là. Non, on n'ira peut-être pas jusque-là. Il faut garder l'humilité. Raison gardée, humilité gardée. Humilité gardée. Mais sachant que donc, ce sont les anglo-saxons qui, lorsqu'ils m'accueillent à l'hôtel, par exemple, ont la bonne prononciation, puisqu'ils m'appellent Tudoret, et en prononçant le T final, et qui est la francisation du nom breton à enlever, évidemment. Donc, Tudoret. Voilà. Et les Tudors, c'est aussi la même racine, peut-être. Alors c'est sans cette doute branche royale anglaise. Sans doute la même racine. Alors peut-être que j'ai quelques droits enfouis quelque part sur quelques biens et quelques centaines de millions d'hectares dans les îles britanniques. Patrick Tudoret. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci beaucoup, vraiment, pour ce partage. À tout de suite. Patrick Tudoret. Maintenant, j'ai envie de dire... On va garder la francisation. Allez, on va garder la francisation. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Eh bien, de manière très intense, parce que ça permet... la lumière intérieure dit bien ses intentions. Se délester de l'accessoire pour aller vers un essentiel. Donc, moi, ça me va. Ça me va bien dans une époque... qui trop souvent est superficielle, se contente d'une espèce de zapping intellectuel et moral. Moi, ça me plaît bien de m'appesantir dans des formats justement un peu paléolithiques, un peu longs, mais qui sont si précieux pour pouvoir exprimer une pensée, ou en tout cas un début de pensée. Et une lumière intérieure. Et une lumière intérieure, si tant est effectivement... Attisé par ce retour de foi que vous nous avez... livré, oui, qui perdure depuis combien d'années maintenant? Ça fait quand même longtemps. Ça fait au moins 30 ans que j'y suis revenu. Mais le chemin était... Je crois que c'est Grégoire de Nice qui disait « On vient à Dieu de commencement en commencement par des commencements sans fin ». Donc le chemin sera sans fin, je le sais. Et c'est ça qui est beau, justement. Des commencements, des recommencements, des doutes. Oui, absolument. Et puis, il y a forcément le doute, mais le doute croyant de Pascal. Mais... à un moment, je dis effectivement, je suis perclus de doutes, et donc je suis constamment à découvert métaphysique. Devrais-je en payer les agios éternels? Bon, effectivement, il y a de ça. Hein. On ne peut pas s'empêcher d'avoir le doute. Le doute, c'est... l'intelligence, c'est le nombre d'incertitudes dont on est capable d'assumer le poids. Ça va de soi. Donc, on vit dans un monde où il y a parfois un peu trop de gens qui prétendent avoir raison et qui le prétendent en le manifestant par la violence. Donc, c'est quelque chose dont je me méfie extrêmement. Comme on parle de la foi, on est dans une émission catholique. Est-ce que vous pratiquez? On parlait de la théorie tout à l'heure et de la pratique. Est-ce que vous êtes maintenant un catholique pratiquant? Oui, on peut dire ça, oui. J'essaie vraiment toutes les semaines, l'office, à Paris ou dans ma province, quand j'y vais. Oui, c'est un Dans le choix. Vendômois. Vendômois, voilà, à Vendôme, tout près de Vendôme. Et donc, dans ce que j'appelle Mathébaïde, donc au milieu des champs. Et donc, c'est une volonté. Et puis après, les grandes célébrations, les grandes fêtes, évidemment, et bientôt les rameaux et bientôt Pâques. Mais oui, bien sûr, oui, d'autant que ma femme a toujours eu la foi. Et quand on s'est rencontrés, ça n'a fait qu'accréditer d'une certaine manière mon retour à la foi et à lui donner une plus grande force encore. Voilà.
Parce que partager, aller à la messe seul, c'est une chose, et ça peut être très beau, mais partager, être en communion avec l'autre, c'est encore plus beau. Bon, je vous remercie beaucoup encore de tout ce partage, de ce petit bout d'éternité que vous nous avez partagé, sachant Ce que moment de furtive éternité. de furtive éternité, montre en main, parce qu'on avait aussi une montre en main de 52 minutes. Il y a une suite. C'est qu'une partie. Théoriquement, oui. Ben oui. Il y a même à peu près de quoi faire trois autres volumes déjà. D'accord. Voilà. Donc c'est en préparation ? Ils sont déjà écrits, puisque donc ça s'arrête à peu près en 2015. Ouais. Et donc, il y a depuis 10 années. Et là, comme j'ai accéléré la manœuvre, j'ai beaucoup plus écrit. Il y a de quoi faire quasiment 3 volumes. Donc, on verra si mon éditeur me supporte assez pour la suite. Les belles lettres qui vous suivra sans doute. Magnifique maison. Et j'en suis ravi. Et donc, on verra bien. Mais en tout cas, et puis, une envie de... Alors, le théâtre, bien sûr, qui m'occupe, mais aussi une envie de revenir peut-être au roman. On va voir. Il y a... Après Juliette, mon roman Juliette. Un petit scoop ? Non, pas encore ? Pas encore. Là, ce serait attendant, trop défloré. Voilà. Mais on verra bien. En attendant, on peut voir vos œuvres au théâtre, Juliette, partout en France et sans doute à Avignon de nouveau cet été. Et sinon, cet été, non, mais on verra par la suite. Plus tard. Mais Paris, en tout cas, la première. Paris, et puis Avignon, peut-être Paris. ensuite, mais dans la foulée. Voilà. Et également l'éternité montre en main, donc, aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup, Patrick Tuiret. Merci, Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.